Bien, Monsieur le Ministre, je voulais vous dire tout le bonheur qu'on a à vous accueillir pour la première fois dans cette commission, dans vos fonctions de ministre chargé des Affaires européennes, qui est évidemment notre ministre préféré, si je puis dire. Je ne devrais pas dire ça, on mettra à pas défaut d'autres. Voilà. Et avec lequel nous allons travailler quotidiennement. L'audition s'inscrit dans la tradition des auditions post-Conseil européen et nous serons évidemment très attentifs à ce que vous pourrez nous dire des résultats du Conseil, comme des débats qui se sont déroulés en son sein. C'est aussi l'occasion de brosser plus largement l'actualité européenne et les priorités du gouvernement. Ce qui va concerner bien sûr au premier chef, c'est les questions économiques et financières. Notre commission a travaillé, vous le savez, tout particulièrement sur ces questions, à travers notamment le rapport de Michel Herbillon et de Christophe Caresche sur la gouvernance économique. Auquel j'ai rendu hommage. Le mécanisme de stabilité permanent, la participation du secteur privé à la gestion de la dette, le débat sur les ressources propres souhaité par le Parlement européen, le renforcement nécessaire de la prévention des crises bancaires. Il serait intéressant de vous entendre également sur la nécessité de clarifier davantage ce qui ressort des responsabilités de la zone euro et en ce qui concerne l'Union dans son ensemble. De même, le rôle de la BCE qui a été renforcé par la crise, au cours de la crise. Que peut-on en tirer comme leçon pour l'avenir ? Au cours du récent sommet franco-allemand de Fribourg, le président de la République et la chancelière Merkel se sont exprimés conjointement pour que, au-delà de ce qui a été mis en place pour la gestion des crises, on s'oriente vers la gestion des réformes structurelles nécessaires pour progresser vers la coordination des politiques économiques. Cet accord franco-allemand prospectif me paraît essentiel. Nous sommes persuadés que cela ne se fera pas en un jour, qu'il y faudra du temps, bien sûr, mais il serait intéressant que vous puissiez nous donner les priorités du gouvernement sur ce grand chantier européen. Mais, Monsieur le Ministre, comme vous le savez, après votre propos liminaire, chacun des députés interviendra pour vous poser des questions. Je voudrais saluer la présence de deux députées européennes, Marielle Gallo et Sophie Oconi, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être présentes. Je voudrais, juste avant de vous passer la parole, Monsieur le Ministre, annoncer que deux députés nous ont rejoints, Patrice Calmejade et Marie-Louise Faure, en remplacement d'Arlette Franco et de Thierry Mariani. Et je voulais vous indiquer que Gérard Voisin est à présent vice-président de la Commission en remplacement de Thierry Mariani. Voilà, Monsieur le Ministre, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, cher Pierre. Je voulais évidemment saluer tous les députés qui ont fait l'effort de venir et puis la présence toute particulière que vous avez relevée de nos deux députées européennes qui en plus sont des députés extrêmement actifs puisqu'elles font partie de celles qui ont y compris travaillé pour une partie conjointement avec des rapports qui étaient croisés avec la représentation nationale française, que je trouve extrêmement fertile. Et je trouve que leur présence sur une séance de la Commission est vraiment un geste intéressant sur la possibilité de tisser des partenariats entre le Parlement européen et la représentation nationale sur votre rôle d'expertise, d'animation, d'évaluation de nos politiques européennes. Et notamment le nouveau semestre budgétaire européen nous incite vraiment à aller dans ce cadre-là. Donc je trouve ça extrêmement intéressant qu'elles aient fait toutes les deux l'effort d'être présentes. Alors, ça me permet aussi, je suis très content de revenir en fait, puisque j'avais déjà fait l'objet d'une première audition qui était juste avant le sommet social européen que nous avions en préparation d'ailleurs à l'époque du G20 Italie, où vous aviez souhaité qu'il y ait une audition à l'époque du secrétaire d'État à l'emploi.
Et j'avais apprécié, à vrai dire, l'ambiance très particulière qui règne, je crois, dans cette commission, qui est une ambiance à la fois sérieuse, conviviale et, je dirais, de respect mutuel dans les interventions. Je crois que c'est assez exceptionnel et rare. Et il me semble que le président n'y est pas tout à fait pour rien. Voilà. Alors maintenant, après ces propos chaleureux, de bonne aloi pour un ministre qui débute, j'ai le sens de la hiérarchie, monsieur Herbillon. Maintenant, je vais en venir aux conclusions des résultats du Conseil européen. Si vous me permettez, c'est très exceptionnellement que je le ferai, parce que pour le reste, je sais que vous êtes attaché à ce que le débat soit quand même très concentré sur le Conseil européen pour lui apporter un cadre. Je vais juste à la fois associer, peut-être étant donné que c'est une première audition, à la fois les résultats du Conseil et en même temps les perspectives que je souhaite imprimer avec vous, si vous en êtes d'accord, pour la suite et l'année 2011 qui vient. D'abord, je crois qu'il faut qu'on mesure tous bien que ce Conseil était assez décisif. On est dans une période où on le voit très bien, un certain nombre de personnes testent l'Union européenne et sa détermination. On ne peut que saluer une députée européenne, une ex-députée européenne. Merci Françoise. Ce Conseil était donc très important, parce qu'il intervenait à un moment où finalement, depuis 1 an et demi, l'Europe était systématiquement après la crise. La crise intervenait en Grèce, l'Europe venait et réagissait. La crise intervenait en Irlande, l'Europe venait et réagissait. Et ce Conseil, c'était pour nous la première occasion de montrer que l'Union européenne n'était pas seulement dans une posture défensive, mais était capable d'être en réaction et en prospective, de se refixer un horizon long. Et je crois que sur ce rendez-vous du Conseil, c'était exactement ça qui était attendu. Est-ce que l'Europe, face à une crise d'ampleur qui affecte sa monnaie, est capable de réagir conjointement, de faire prédominer par rapport aux positions respectives de chaque pays et aux intérêts nationaux qu'on peut avoir, une logique d'intérêt communautaire, et de la mettre en œuvre rapidement et avec efficacité. Or, la démonstration qui a été apportée par le Conseil européen des 16 et 17 décembre va clairement dans ce sens. Et réaffirme un certain nombre, au-delà des dispositions techniques sur lesquelles je vais revenir, un certain nombre de points qui me semblent très porteurs d'avenir. D'abord, le premier sujet sur lequel je voudrais quand même qu'on prenne un tout petit peu de recul, c'est mesurer le chemin qui a été parcouru. Il y a 1 an et demi, l'euro n'avait rien. Aucun mécanisme de défense. Et c'était d'ailleurs considéré comme un des défauts congénitaux de la création de l'euro. On avait oublié le cas dans lequel un pays serait attaqué et à travers lui, un risque de déstabilisation de l'ensemble de la zone euro. En 1 an et demi, on a été capable d'abord de répondre à une première crise sur la Grèce, avec un délai de réponse qui a été quand même substantiellement long. Souvenez-vous des débats qu'on avait eus à l'époque, à peu près 6 mois pour mettre en place notre dispositif. Puis dans le cas de la crise irlandaise, la réaction était beaucoup plus brève, et en à peu près 15 jours, délai tout à fait comparable à le délai de réaction qui a été celui des États-Unis, l'Europe a été capable de mettre en place sa réaction et son paquet pour l'Irlande. Et là, avec ce Conseil européen, pour la première fois, on se dote d'un dispositif pérenne à partir de 2013 qui montre l'engagement et la détermination de l'Europe à ne pas laisser affaiblir sa monnaie commune. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que c'est bien la logique de solidarité qui l'a emporté. Et on le voit bien, il y avait 2 logiques qui devaient s'équilibrer, celle de la solidarité et celle de la responsabilité. L'euro a fait malgré tout prédominer une logique de solidarité dans la défense de la monnaie commune. Et ce point-là est également intéressant. Et puis enfin, c'est notre capacité à agir en amont. Je l'ai évoqué. Depuis maintenant 1 an et demi, l'Europe intervenait après. La crise attaquait un pays, l'Europe réagissait. Là, c'est la première fois que nous repassons à l'offensive, avec un mécanisme qui est clairement mis sur la table et qui montre qu'on ne laissera pas les spéculateurs déstabiliser sur la durée notre monnaie commune. Alors ensuite, sur le mécanisme lui-même. D'abord, c'est un mécanisme qui fait le choix de la simplicité. C'était très important. L'important dans cette période, quand vous êtes au milieu du gué, ce n'est pas le moment d'avoir des grands débats d'esthète ou des grands débats de philosophie politique. Il faut traverser le gué, sécuriser le passage, et donc ce qui compte, c'est la rapidité et l'efficacité d'action. C'est ce choix-là qui a prédominé. Une révision du traité très simple, très courte, un dispositif qui est concentré sur cette idée d'une frappe chirurgicale qui nous permet de nous doter de ce dont on a besoin pour se protéger.
La deuxième chose, c'est que le mécanisme trouve ce bon équilibre entre la logique de solidarité et de responsabilité, en prévoyant la possibilité d'avoir un mécanisme permanent de stabilité qui est lié à une intervention si la stabilité de la zone euro est en jeu. Le troisième point, c'est la solidarité demandée par rapport aux créanciers privés. Là aussi, c'était un sujet qui était un sujet de compréhension par rapport à nos compatriotes. Personne n'aurait pu comprendre que, alors que dans la déstabilisation et l'excès de dette portant sur un pays, il y a quand même une responsabilité des créanciers privés, et qu'ensuite, au moment de la défaillance, on oublie les créanciers privés et que les seuls qui sont mis à contribution, ce sont les États et à travers eux les contribuables. Là, l'équilibre est trouvé, avec une logique qui est tout à fait transposable de celle à laquelle nous sommes habitués sur ce type de mécanisme de crise, qui est donc une mécanique au cas par cas, héritée du système qui a d'ailleurs été expérimenté sur un certain nombre de crises financières par le FMI, et qui en fait permet de mettre en place un système de fait de priorité au remboursement pour le contribuable et les États par rapport aux créanciers privés. Enfin, un dispositif qui est souple, qui repose d'abord sur l'Eurogroupe, mais qui permet l'association, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, des pays de l'ensemble de l'Union européenne qui peuvent, au cas par cas, participer à ces mécaniques de stabilisation. Maintenant, le but est d'avoir une transposition et une mise en place opérationnelle qui soit la plus rapide possible. On va donc avoir une présentation qui va se faire au Parlement européen, puis un travail de la Commission qui doit être rendu dans les meilleurs délais, et ce que nous attendons, c'est dans le courant du printemps 2011, et dans le même temps, la mécanique de transposition qui va se dérouler dans les 27 pays de l'Union européenne, puisque c'est bien au traité fondateur que nous sommes obligés de toucher, mais avec vraiment une révision qui est extrêmement limitée, et on est parvenu à avoir le choix de principe qui a été fait d'une révision le plus étroitement bordée pour assurer une transposition efficace et éviter d'ouvrir la boîte de Pandore de toute une série de sujets que certains auraient pu vouloir traiter en même temps. Ça, c'est évidemment le cœur de cet accord du Conseil, qui est quand même, et je crois qu'objectivement, on peut être fier du travail qui a été accompli, parce qu'on remédie vraiment à ce qui était une des faiblesses de l'euro. Et je suis confiant sur la possibilité, à travers ça, de redonner petit à petit une sérénité sur les marchés et par rapport à la crédibilité de notre monnaie commune. Maintenant, deuxième sujet, la gouvernance économique, qui est un sujet qui n'était pas évidemment le sujet prioritaire, mais sur lequel il y a également des avancées substantielles qui sont importantes. Tout simplement parce que notre conviction est que le fait d'étayer sur la durée la crédibilité de l'euro passe aussi par le renforcement des mécanismes de gouvernance économique. Là, bien évidemment, on est dans le prolongement de l'élan qui a été donné au Conseil franco-allemand de Fribourg. J'ai des convictions très importantes sur cette relation avec l'Allemagne. Ma conviction est que, bien entendu, le tandem avec l'Allemagne ne peut pas être exclusif, mais qu'il est juste essentiel. Et que quand on a l'entente avec l'Allemagne, c'est une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, sûrement pas exclusive d'autres ententes et d'autres coalitions, mais absolument nécessaire. Et qu'on a besoin d'abord de ce socle d'entente solide qui nous permet d'avancer. C'est aussi les convictions germanistes de Michel Herbillon, qui, en la matière, défend cet axe avec l'Allemagne depuis longtemps. S'agissant de ces questions de gouvernance économique, le Conseil a permis d'endosser les conclusions du rapport Van Rompuy. Pour nous, c'était important. Le risque était que la traduction du rapport Van Rompuy sur la gouvernance économique soit limitée uniquement à la question des sanctions. Approche beaucoup trop restrictive par rapport à l'approche française, qui défend la vision au contraire de l'ensemble du rapport remis par le président Van Rompuy et qui a été d'ailleurs préparé par un important travail en amont franco-allemand. Le Conseil a donc demandé l'accélération des travaux relatifs aux 6 propositions législatives du rapport, parmi lesquelles je cite notamment la coordination budgétaire, la surveillance macroéconomique entre autres, enfin tout ce qui est détaillé par le rapport Van Rompuy. C'est un point intéressant parce que ça montre bien qu'on garde une vision large et qu'on ne restreint pas notre approche de la gouvernance économique. L'objectif est une adoption d'ici juin 2011. Et en ce sens, nous sommes d'ailleurs favorables à la proposition que vous avez formulée d'organiser chaque année, dans le cadre du semestre européen, une réunion interparlementaire permettant de croiser les représentants des commissions parlementaires nationales chargées des budgets
et les représentants de la Commission des budgets du Parlement européen. Je crois que ça va tout à fait dans le sens de cette coordination qui est organisée par ce concept de semestre budgétaire européen. Un petit mot dans ce cadre sur le budget 2011, qui avait également, à mon sens, une dimension symbolique très forte. Il faut bien voir qu'il y a à peine un mois, et les parlementaires ici peuvent en témoigner, ce que tout le monde attendait, c'était un échec du budget 2011 et l'impossibilité, après l'échec de la procédure de conciliation, d'avoir l'adoption d'un budget 2011 pour l'Union européenne. De la même manière que le Conseil, cela aurait été un signal catastrophique. Le signal d'une Europe qui, dans la crise, n'est pas capable de mettre de côté ses affrontements institutionnels et qui se livre à des querelles de périmètre ou de baronnie. Là encore, je trouve très intéressant de voir en un mois le chemin qui a été parcouru et aussi, finalement, le dernier mot qui revient à l'intérêt communautaire commun. Un budget 2011 non adopté et la bascule sur une procédure des 12e aurait coûté 2 milliards d'euros au budget national. 2 milliards d'euros. Parce que c'est nous qui faisons les avances de trésorerie dans le cadre de la procédure du budget adopté dans le cadre des 12e. Tout le monde a fait un bout du chemin. La Commission a fait un bout du chemin. Les États membres ont fait un bout du chemin. Le Parlement européen a fait un bout du chemin en acceptant des positions d'équilibre. Et on sera doté d'un budget 2011 pour l'année qui vient. C'est un point qui est intéressant parce que là encore, je trouve que finalement, ce mois de décembre a été un mois de bascule. On voit très bien qu'on aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre et que la logique qui a prédominé est la logique constructive et la logique d'une Europe qui continue à avancer malgré les épreuves. Il y a malgré tout 2 points sur lesquels on doit être vigilant. D'une part, le financement d'ITER, qui est déterminant. J'ai des engagements et des retours qui sont positifs de la part du Parlement européen, notamment du président du PPE, mais pas seulement. Je tiens également à saluer le rôle important qu'a eu le président du PSE, Martin Schulz, qui a joué un rôle très important pour faire émerger cet accord, et vraiment conjointement, avec un travail des 2 groupes qui a été positif. Et puis la question de la flexibilité, qui doit faire l'objet de derniers ajustements. Mais globalement, je suis assez confiant sur la possibilité d'avoir ces derniers calages, et j'espère dans le cadre d'une sortie qui sera constructive. Le Conseil européen a également salué l'intention de la Commission de présenter d'ici juin 2010 des propositions sur le nouveau cadre financier pluriannuel. Je n'y reviens pas, j'ai eu l'occasion de répondre à une question précise de Michel Herbillon sur ce sujet. Oui, c'est un traitement de faveur. Totalement justifié. Je voudrais, juste dans le prolongement de la lettre qui a été envoyée par le président de la République, par Angela Merkel et par les premiers ministres britanniques, néerlandais et finlandais, apporter une précision. Il est hors de question pour le gouvernement français d'aller du côté des eurosceptiques. Il est hors de question pour le gouvernement français d'aller du côté d'ambitions européennes qui soient revues à la baisse. Il est hors de question pour nous de défendre une vision européenne peau de chagrin. Le seul discours que nous portons, c'est que dans la conjoncture actuelle, personne ne comprendrait, et ce serait même très néfaste pour l'image de l'Europe dans nos opinions publiques, que alors que chacun des gouvernements, et d'ailleurs à l'échelon de l'Union européenne globalement, toutes tendances confondues, sont amenés à faire le choix de gestion équilibrée de leurs finances publiques et de réduction des déficits, que Bruxelles, de son côté, n'intègre pas ces enjeux et cette nécessité d'une stabilisation de la dépense publique européenne. Pour autant, il y a incontestablement une voie de passage qui consiste à voir comment est-ce qu'on peut rendre plus efficace la dépense européenne. Comment est-ce qu'on peut ne pas être dans l'incantatoire du dépenser plus, mais travailler sur le dépenser mieux. Et j'y reviendrai sur les priorités que je souhaite que l'on puisse se fixer pour l'année qui vient, parce que je crois que là-dessus, il y a des marges de manœuvre qui sont très importantes. Dernier sujet abordé par le Conseil, la politique extérieure de l'Europe, avec le premier rapport sur l'avancement des travaux qui sont conduits par Mme Ashton et qui concernent notamment les relations de l'Union européenne avec ses partenaires stratégiques. Plus particulièrement la Chine, la Russie et les États-Unis. Nous avons intérêt à promouvoir une vision assez ambitieuse de nos partenariats stratégiques. C'est dans l'intérêt de l'Union européenne. Mais dans ce cadre-là, il y avait un enjeu auquel je sais que M. Millard sera sensible. Cet enjeu, c'est bien pour ça que je suis inquiet. Cet enjeu consistait à incorporer les premières avancées que nous avons obtenues lors du dernier Conseil
sur les principes de politique commerciale et notamment les concepts de réciprocité et de bénéfices mutuels. Initialement, ça n'était pas dans le texte et dans la version qui nous avait été soumise. La France a donc milité et œuvré pour que ces principes de réciprocité et de bénéfices mutuels soient bien incorporés, ce qui contribue progressivement à sédimenter l'idée que notre politique commerciale doit avoir cet horizon de réciprocité comme logique conductrice. Je vais en donner un exemple très précis pour qu'on comprenne tous ce dont il s'agit. La Pologne vient d'ouvrir son marché pour les autoroutes, avec une construction d'autoroutes et un grand marché public qui a été ouvert. Dans ce cadre-là, ce sont des entreprises chinoises qui ont candidaté et qui ont remporté le marché. Je n'ai rien contre les entreprises chinoises et on peut parfaitement accepter, bien entendu, que des entreprises chinoises candidatent chez nous. Mais avec une condition, c'est qu'il y ait la réciprocité et que quand il y a un marché public pour des autoroutes en Chine, les entreprises européennes puissent elles aussi candidater. Est-ce le cas? Non. Et nous n'avons pas la possibilité, quand il y a des marchés publics en Chine, de pouvoir candidater et d'avoir un exercice de la libre concurrence. Voilà une illustration très précise d'avancées concrètes et opérationnelles que nous devons obtenir. L'Europe ouvre, l'Europe accepte le principe de la libre concurrence, mais à condition que tout le monde joue le même jeu. Et sinon, on doit être capable de se protéger et de dire que c'est le principe de réciprocité qui doit s'exercer. Ça vaut y compris pour des aides qui peuvent être des aides, par exemple, sur des secteurs industriels stratégiques. Je pense, par exemple, à la construction navale, où on doit pouvoir appliquer les mêmes logiques. Et c'est ce principe qui doit guider notre travail dans l'année qui vient sur notre conception de la politique commerciale et d'une Europe qui est capable d'aller à l'offensive, mais aussi de se défendre et de se protéger quand c'est nécessaire. Enfin, j'évoquerai le fait que le statut de candidat a été accordé au Monténégro, ce qui est une réponse concrète au progrès de ce pays. Vous savez que notre position est que, en tout cas sur le Balkan, nous avons une responsabilité historique, surtout sur ce qui a été un des foyers de crise de l'Europe, de faire en sorte que le processus puisse se conduire. Mais il est hors de question de faire un processus qui soit un processus politique, guidé par des bons sentiments un peu utopistes. Le but est d'avoir vraiment un processus d'élargissement qui soit acté et cranté à chaque fois sur des faits et des avancées objectives, mesurées. Et il est bien clair que c'est au plus tôt dans son paquet élargissement 2011, novembre 2011, que la Commission pourrait éventuellement proposer de lancer les négociations avec le Monténégro. J'y ajoute enfin, je sais qu'un certain nombre d'entre vous y sont très sensibles, la question de la Côte d'Ivoire, avec l'adoption de sanctions contre la Côte d'Ivoire et contre le, enfin pas contre la Côte d'Ivoire, mais contre le régime de Gbagbo, avec notamment l'interdiction de l'octroi de visas et le gel d'un certain nombre d'avoirs qui ont été décidés. Vous me permettrez juste, Monsieur le Président, avec votre accord très rapidement, d'en tirer quelques lignes peut-être pour la suite par rapport à aux orientations que l'on peut donner. D'abord, la première chose, c'est que j'aborde ces responsabilités avec des convictions qui sont profondément européennes. Profondément européennes, tout simplement parce que je pense que face aux défis auxquels nous faisons face, que ce soit des pays continents qui sont face à nous dans cette compétition mondiale exacerbée dans laquelle nous sommes plongés, soit face à des défis tels que ceux des marchés financiers ou les défis environnementaux, l'Europe est juste une question de bon sens. Et croire que l'on peut aborder ces défis seul n'a plus de sens, et je trouve que ce débat est un débat qui aujourd'hui doit être un débat derrière nous. L'Europe est une question de bon sens, c'est notre meilleur bouclier et notre meilleure épée dans les contextes auxquels nous devons faire face, c'est donc une logique. La deuxième chose, c'est que je suis convaincu que nous avons encore plus besoin de l'Europe sur la sortie de crise qu'avant la crise. Mais j'y ajoute une troisième conviction, cela suppose que le logiciel de l'Europe soit actualisé et changé. Et l'Europe d'après-crise ne peut pas être la même que celle d'avant-crise. Et l'Europe doit tirer un certain nombre de leçons de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué sur la crise. Alors je vais essayer d'en esquisser très rapidement quelques-unes. La première, l'Europe doit montrer sa capacité à nous protéger. La légitimité de toute construction politique, historiquement, repose toujours sur le fait que ceux qui adhèrent à une construction politique, c'est le cas de la cité grecque, c'est le cas des constructions républicaines, acceptent d'aliéner une partie de leur liberté en échange d'une protection supplémentaire qui leur est accordée. Et toute construction collective politique repose sur ce principe. Et l'Europe a également besoin d'apporter, dans cette période de sortie de crise, la démonstration de sa capacité à mieux protéger les compatriotes européens.
Ça s'applique sur notre politique commerciale, avec le principe de réciprocité. Ça s'applique sur une gestion apaisée de nos frontières, qui nous permet de protéger notre espace. Ça s'applique également sur un certain nombre de questions de transfert de technologie, sur lesquelles l'Europe doit défendre ce qu'est notre patrimoine technologique et notre capacité d'innovation. Ça s'applique également sur notre capacité à réguler les flux d'immigration. Ça s'applique également sur notre capacité à lutter contre des trafics tels que les trafics de drogue, les trafics de contrefaçon ou même les trafics d'enfants. On a donc besoin d'apporter sur un certain nombre de points très concrets, lisibles par nos compatriotes, cette démonstration que oui, l'Europe nous protège et qu'elle a en partie changé et actualisé ses priorités et l'organisation de son action par rapport à ce qu'est l'enjeu d'une sortie de crise. Le deuxième, c'est précisément celui-ci. La priorité de nos compatriotes, quand on les interroge, c'est d'organiser cette sortie de crise en termes de croissance et de création d'emplois. De ce point de vue, il y a des leviers sur lesquels l'Europe peut puissamment nous aider. Et je pense notamment, bien entendu, à ces questions de gouvernance économique et de stabilisation de l'euro, mais je pense aussi à la politique d'innovation et de brevet européen. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons souhaité avancer, en sortant enfin d'un bourbier dans lequel on était empêtré depuis plus de 30 ans, et en décidant d'avancer avec un système de coopération renforcée qui permettra enfin de doter notre zone de brevets européens dignes de ce nom et qui soit capable de sortir à un coût raisonnable des brevets pour protéger les innovations de nos entreprises. Et le dernier point, qui est relié à cette idée du dépenser mieux, simplifier et rendre plus simple l'Europe. En fait, nous sommes un peu victimes des conséquences et du post-chute de la Commission Santer. Et dans ce cadre-là, l'Europe s'est dotée de toute une série de mécanismes de surveillance, de contrôle dans tous les sens, qui rendent très difficile et très tatillon l'utilisation des instruments européens. Ça n'est pas bon en termes d'efficacité, ça n'est pas bon en termes d'image de l'Europe, et ça n'est pas forcément nécessaire. Il n'est pas indispensable que les dossiers européens soient aussi compliqués à faire. Il n'est pas indispensable qu'il soit si difficile pour une association, pour une PME, pour une collectivité locale de pouvoir candidater à un projet soutenu par des fonds européens. Et je pense que nous avons une marge de manœuvre pour ouvrir conjointement une réflexion avec la Commission, avec les États membres, avec le Parlement européen, sur la possibilité de simplifier nos outils européens. Et je rajoute à ça également une réflexion sur la simplification des normes, en précisant que bien souvent, ce sont les gouvernements nationaux et le pouvoir réglementaire qui est allé en surenchérissant par rapport aux normes européennes, parfois à bon escient quand il s'agit de protéger, parfois à mauvais escient quand c'est une logique purement administrative qui l'a emporté, sans véritable vision et projet politique. Cela va faire de l'année 2011 une année très riche d'enjeux sur la scène européenne, mais je crois aussi très porteuse d'avenir, parce qu'elle offre précisément, à travers la crise, l'opportunité pour l'Europe de montrer sa capacité à rebondir, à actualiser, à changer, à modifier son discours, son action, sa force de pénétration, et je le pense pour le plus grand profit, à la fois pour l'image de l'Union européenne et en même temps pour la défense de nos intérêts nationaux. Bien, merci infiniment, Monsieur le Ministre, de ce compte-rendu du Conseil, mais aussi de votre vision sur l'année 2011 et sur l'Europe. Si vous en êtes d'accord, on va passer toutes les questions. Bien sûr. Comme ça, Avec plaisir. ça vous permet de... Alors, Monsieur Herbillon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de son exposé qui est non seulement extrêmement clair, mais qui est aussi, je me permets de le dire, convaincant. Et notamment lorsque vous avez dit qu'il convenait de mettre en œuvre un nouveau logiciel. Et que vous dites très justement que l'Europe doit être plus lisible pour nos compatriotes. Je ne saurais trop vous inciter, Monsieur le Ministre, à prendre à bras-le-corps un sujet qui nous préoccupe beaucoup et de longue date ici dans cette commission, c'est que l'on communique mieux sur l'Europe auprès de nos concitoyens. Parce qu'il faut sortir l'Europe du cercle des initiés et des experts, de ceux qui savent. Et tout ce que vous avez dit très justement sur le fait que nos concitoyens, surtout dans cette période de crise, attendent une meilleure protection de l'Europe, justifie le fait que les priorités que vous avez définies et que vous allez mettre en œuvre au cours de l'année qui vient, elles puissent être appréhensibles pour nos concitoyens. Elle doit non seulement être lisible, et là il y a beaucoup de chemin à faire,
mais il faut qu'elle soit appréhensive, c'est-à-dire que les citoyens, et parlons de nos compatriotes, les Français, fassent de ces sujets les leurs. Et pour cela, je ne saurais trop vous inciter à ce que le ministère des Affaires européennes communique auprès des prescripteurs, non seulement auprès des parlementaires, mais auprès des grands élus, des maires, des présidents de région, et donc au-delà d'eux, auprès de nos concitoyens sur ces sujets-là, pour que l'Europe ne soit pas uniquement perçue comme une Europe qui fait peur. C'est toujours la faute à Bruxelles, c'est toujours l'Europe bouc émissaire, alors que sur ces sujets-là que vous avez évoqués, il convient aussi de montrer que l'Europe peut être protectrice et qu'elle peut améliorer la vie de nos compatriotes. Il y a un immense chantier sur ce plan-là à entreprendre. Il a malheureusement jamais été entrepris par vos prédécesseurs, en tout cas avec l'ampleur que nous, ici, à la Commission, nous souhaiterions. Ça, c'est ma première question aussi en forme de quête, de requête et d'observation. La seconde, sur le couple franco-allemand, vous avez raison de dire que ce couple est absolument essentiel, nécessaire, même s'il n'est pas exclusif. Alors sur cette question, je voudrais vous demander si vous pouviez nous préciser un peu les grandes pistes en ce qui concerne le rapprochement des fiscalités, même si le sujet est sur la table et qu'il est loin d'être clos, mais c'est un sujet absolument essentiel pour renforcer la compétitivité de la France et la compétitivité de l'Europe vis-à-vis de l'extérieur. Et au-delà de la fiscalité, quels sont les chantiers prioritaires pour vous qui pourraient renforcer ce couple franco-allemand qui est effectivement essentiel pour l'avenir de l'Europe? Je voulais rebondir pour dire que ici, sur le plan parlementaire, on fait, Monsieur le Ministre, mais je vous en ai déjà parlé, énormément sur le franco-allemand. On a évidemment des rapports communs, on a des missions communes. Là, il y a une mission en Irlande, en Islande, pardon, et il y a une mission en Croatie commune. On essaye de donner on fait des rapports avec des conclusions exactement les mêmes dans le Bundestag et ici. Bref, et puis on fait énormément aussi dans le cadre du triangle de Weimar, où on fait tous les 6 mois une réunion régulière du triangle de Weimar. Bernard de Flessel. Monsieur le Président, merci. On apprécie bien sûr toujours notre ami Laurent Wauquiez. Il nous a fait un très beau commentaire du Conseil européen, mais je vais me permettre, moi, de prendre le Conseil européen par un petit bout. Pas le petit bout de la lorgnette, mais le point numéro 12. L'avez-vous lu, Monsieur le Ministre? Il est très intéressant. Je vais vous le lire. Le Conseil européen s'est félicité du succès de la COP16 tenue à Cancun. Tout le monde sait que c'est pour le réchauffement climatique. Et la fin de cette A16, il a constaté, écoutez-moi bien mes chers collègues, il a constaté avec satisfaction que la stratégie qu'il a arrêtée, le Conseil européen, l'Union européenne, en mars, a été mise en œuvre de manière efficace. Écoutez, je vais parler sous le contrôle de certains de mes amis qui sont en face et avec qui nous avons vécu le sommet de Cancun. Monsieur le ministre, moi j'ai une vraie question sur ce sujet-là. L'Europe a toujours été en pointe sur les sujets climatiques. Dès la directive de décembre 2008, elle a fait un effort extraordinaire et a montré la voie finalement à une partie de l'opinion publique mondiale. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on constate un effacement de l'Europe. Nous l'avons vécu, nous, en direct. Qui a débloqué la situation à Cancun? L'Inde. Malgré notre présence. Mais nous avons sauvé la planète, cher ami. Ce n'est pas la même chose. Nous avons sauvé la planète. Eh oui, nous y étions. Très sérieusement, c'est l'Inde. C'est l'Inde. C'est le Mexique, avec sa ministre des Affaires étrangères remarquable, qui a piloté ce sommet de façon remarquable, à la différence de Copenhague, où malheureusement nos amis danois avaient échoué dans ce domaine. C'est la Chine. C'est la Chine qui a fait des avancées sur ce sujet-là. Donc moi, ma question, elle est simple, Monsieur le Ministre. Alors, c'est périphérique au Conseil européen, mais ça nous intéresse tous. Comment nous allons reprendre la main pour préparer le prochain sommet qui est en Afrique du Sud, à Durban, et comment l'Europe va reprendre cette main de façon à avoir une prééminence qu'elle avait finalement et qu'elle a perdue sur ce sujet-là. Le deuxième sujet sur lequel je pourrais vous interroger, Monsieur le Ministre, c'est sur également l'effacement, et je ne suis pas europhile, chacun le sait ici, mais c'est l'effacement de l'Europe sur deux matières qui nous tiennent à cœur, qui tiennent à cœur en tout cas les Françaises et les Français. C'est la politique industrielle et c'est la politique énergétique. Là aussi, je suis désolé, mais
On ne peut pas partager un optimisme béat sur ce sujet, c'est compliqué, la gouvernance ne fonctionne pas bien. J'avais pris un terme d'ailleurs que je vais reprendre, qui est le terme de concret. Nos concitoyens ont du mal, c'est un peu ce que disait Michel, ont du mal à s'identifier à l'Europe parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne sentent pas quelles sont les actions concrètes de l'Europe aujourd'hui. J'avais pris un terme qui est la concrétude. On a oui, la concrétude. On a quelqu'un de très célèbre chez vous qui souvent invente des mots. Eh bien, c'est celui-là. La concrétude, voilà. Eh bien, il faudrait que de ce point de vue-là, eh bien, on continue à faire quelques efforts, en tout cas au niveau de l'Union européenne. Et le troisième point, Monsieur le Ministre, alors, il sort un peu des conclusions du Conseil, il sort des conclusions du Conseil européen, mais avec le talent qui vous caractérise et le recul que vous allez pouvoir me répondre. Galiléo, l'un des plus grands projets technologiques de l'Union européenne. Chacun sait aujourd'hui qu'on a des problèmes de financement et chacun sait qu'on a des problèmes de calendrier. Qu'est-ce que vous allez répondre à cela? Comment sentez-vous finalement le souffle européen qu'il nous faudrait faire passer sur l'Europe pour que, en matière de climat, en matière de haute technologie, en matière de politique industrielle et énergétique, nous puissions finalement être satisfaits les uns et les autres? Merci beaucoup. Je voulais dire à propos de politique industrielle que Jacques Miard a été chargé d'un rapport sur la politique industrielle. Et je voudrais, avec Jérôme Lambert, vous demander de concentrer vos questions sur les sujets du Conseil européen, bien entendu. C'était le point numéro 12. Alors, non, il a eu raison. Robert Lecoux. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on doit partager, et je partage vos convictions profondément européennes. En effet, comment imaginer dans ce monde ouvert de travailler sans être rassemblés. C'est vrai, vous avez raison, c'est le bon sens, le bouclier et l'épée. Mais pour autant, sans tomber dans la béatitude, il y a des questions qu'il faut quand même se poser et que j'ai envie de vous poser. Dans la période agitée sur le plan monétaire et économique, les Françaises et les Français sont plutôt appelés à bien entendre les discours qui sont tenus et qui consistent à dire que face au comportement des monnaies américaines et chinoises, est-ce qu'on est suffisamment flexible? Est-ce qu'on n'est pas trop rigide avec l'euro? Et comment se comportent les pays qui sont hors zone euro par rapport aux pays de la zone euro? Et sur le plan de la gouvernance économique, ce que les Françaises et les Français attendent, vous l'avez dit, ce sont des points concrets. Comment peut-on expliquer, à partir de l'exemple des cigarettes, comment peut-on expliquer qu'un pays comme la France, et qui a une politique de santé publique, comment peut-on expliquer à ces buralistes que la concurrence déloyale, qui est la conséquence de toutes ces règles fiscales qui sont différentes, comment peut-on leur expliquer qu'on doit aller vers un marché unique sans qu'il y ait une harmonisation réelle de nos régimes et fiscaux et sociaux? C'est ça la réalité, c'est ce que les Françaises et les Français attendent. Que doit-on répondre dans ces circonstances-là, Monsieur le Ministre? Monsieur le Président, merci. Laurent, merci d'être devant nous et de nous avoir associés, nous les députés européens, à cette audition. C'est très intéressant. Moi, je voudrais parler de dernier point sur lequel tu es intervenu, Laurent, concernant la communication auprès de nos euro-concitoyens et l'art de rendre plus lisible et plus visible notre Europe. Il est une politique qui est celle qui rend concrète l'Europe sur nos territoires à tous, c'est la politique régionale. Le commissaire européen pense la même chose puisqu'il y a doté le plus gros budget communautaire, 532 milliards d'euros pour les 7 années du programme actuel. Or, il se trouve qu'effectivement, cette politique régionale, alors même qu'elle est celle qui rend l'Europe conquérante et l'Europe protectrice à travers soit le FEDER, le FEANR ou le FSE, c'est une politique qui a une image assez délétère et qui a une image assez complexe ici en France, du fait de la lourdeur des dossiers et du manque de communication que nous en faisons toujours aujourd'hui.
À ce sujet, nous avons donc, avec Pierre Lequillet, passé quelques mois à travailler sur cette thématique. Nous avons proposé un certain nombre de préconisations d'action, tant auprès de l'Europe qu'auprès du gouvernement français. L'Europe, un point essentiel à mon avis, le point essentiel, c'est le contrat de confiance, qui va permettre de supprimer un certain nombre de contrôles et d'alléger un certain nombre d'étapes dans les dossiers. Donc ça, le commissaire Hahn a accepté l'idée à partir de 2014, semble-t-il. En France, l'État français, l'administration française fait qu'effectivement, nous avons un certain nombre de lourdeurs administratives sur lesquelles il faut que nous revenions. Il est impératif que nous travaillions aussi là-dessus. Il y va de l'image de cette politique. C'est 15 milliards d'euros pour la France, c'est 1,458 milliard pour l'année 2011. Le chef de l'unité France à la Commission européenne est inquiet sur notre capacité à consommer ces 1,458 milliard pour cette année 2011. Il est important que nous simplifions tout ça. Il est important que nous, les élus locaux, nous soyons les vecteurs de cette politique sur nos territoires. C'est important, c'est celle qui rendra visible et lisible l'Europe. Un petit point à côté de cela, en termes de communication, l'État a imposé un bouquet, me semble-t-il, au niveau de la télévision au moment de la mise en œuvre de la TNT. Un bouquet a été proposé, a été imposé dans tous les foyers français. Je trouve, moi, personnellement, assez dommage qu'Euronews ne soit pas dans ce bouquet imposé dans tous les foyers français. Il y a un certain nombre de chaînes de télévision, mais pas Euronews, ni en français ni en anglais. L'idée d'une Euronews en anglais sous-titrée français serait aussi une façon de communiquer sur l'Europe. Tous les autres États membres ont Euronews dans leur bouquet de base. Pourquoi pas nous? Si, Jacques Miard. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aime bien les gens qui sont enthousiastes. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Et vous savez, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de la capacité de l'Europe à rebondir. Ça me rappelle une phrase d'un ministre algérien qui disait que l'Algérie, l'an passé, était au bord du gouffre. Elle a fait un grand pas en avant. Et je voudrais pas... Il faudrait quand même regarder un peu la réalité en face, effectivement. Alors, notre ami Herbillon disait qu'il fallait mieux expliquer l'Europe. Pourquoi vous voulez faroucher les Français? Parce qu'il faut quand même regarder. C'est une usine à gaz, ce machin. C'est une usine à gaz. Il faut se concentrer sur quelques politiques. Cesser de vouloir tout gouverner à partir de Bruxelles. Tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien vous vous épuiserez. Cette machine est totalement paralysée. Ça a été souligné dans l'affaire pour la première fois par un journal du soir sur Cancun en disant que c'était la paralysie. C'est la réalité. C'est la réalité. Tenez-vous à quelques politiques, faites-les correctement, et là, vous rendrez effectivement l'Europe lisible. Mais cessez d'empiler ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne. C'est voué à l'échec. Alors, maintenant, franchement, plus sérieusement. Premièrement, et ça, je le dis brutalement, et je le dirai au chef de l'État, voir la construction européenne, et notamment toutes les actions diplomatiques de la France, à travers quasiment exclusivement le prisme allemand, c'est une faute. C'est une faute. Et là, je crois qu'il faut sortir, n'est-ce pas, de cette espèce de tropisme où chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on va aller voir à Berlin comment ça se passe. 1, l'Europe, c'est pas ça. 2, le monde, ce n'est pas l'Europe et c'est pas l'axe franco-allemand. Ils ont des intérêts qui sont fondamentalement différents des nôtres. Il faut le savoir, en dehors de vivre en paix. Mais ça, c'est acté. Et c'est une autre problématique. Mais tant en matière commerciale qu'en matière monétaire, nous n'avons pas à coller aux Allemands. Et si vous ne comprenez pas ça, vous le payerez très cher, je vous le dis comme je le pense. Alors, sur l'affaire de l'euro, je ne vais pas épiloguer là-dessus, vous connaissez mes positions, et je ne mets pas, comme dit Chateaubriand, les malheurs, y compris de l'euro ou de mon propre pays, à l'aune de mes espérances. C'est-à-dire que les faits parleront d'eux-mêmes. Mais franchement, croire que ce qui s'est passé l'autre jour au sommet de Fribourg-en-Sprague, ce que vous avez acté au sommet, lisez la presse anglo-saxonne, elle rigole. Il y a un article d'hier matin dans l'International Tribune disant on a parlé, mais il n'y a aucune action concrète. Voilà. Donc, moi je pose une question à laquelle vous n'avez pas à répondre à ce stade, Monsieur le Ministre, mais vous devez la poser. Où est le plan B? Où est le plan B? Parce qu'on nous présente l'euro comme étant le Deus ex machina
de l'Europe, je suis désolé, l'Europe, c'est pas l'euro. Or, vous avez posé effectivement en termes politiques, euro égale Europe, et si ça casse, vous foutez ton l'air. Donc il y a un véritable problème. En revanche, je vais quand même terminer par des points positifs. Bravo pour le budget. Et bravo sur l'histoire de la réciprocité. Mais je voudrais aller rapidement sur la réciprocité et la politique industrielle. Ce n'est pas simplement une question de réciprocité. C'est un problème de dumping économique, dumping financier, dumping écologique et dumping social. On a véritablement, et je peux vous dire ce que Jérôme Lambert et moi-même avons vu, tant en Corée, qui fait partie de l'OCDE, juste une petite chose, lorsque j'ai posé, en ce qui concerne la manipulation de la monnaie, j'ai posé, parce que les Coréens parlent très difficilement, donc je suis passé latéralement, j'ai dit à propos, votre banque centrale, elle est indépendante, n'est-ce pas? Oui, oui, elle est indépendante, mais sur les points centraux, lorsqu'il y a des décisions centrales à prendre, le ministre des Finances siège au conseil d'administration. On a tout dit. On a tout dit. Et le système européen, il est exactement à l'envers de ça. Donc, moi, je veux bien que vous soyez enthousiaste, mais monsieur le ministre, je vous en conjure, vous avez une longue carrière politique à faire, regardez la réalité en face. Michel Deblard. J'avoue sincèrement que je ne sais plus quoi dire. J'étais tenté de démarrer, monsieur le ministre, le Flessel est intervenu, il m'a pris mes thèmes. Ensuite, le président a dit qu'il ne fallait surtout pas aborder ce genre de questions à notre réunion, parce qu'on ne sort pas de l'euro. Et Miard a foutu en l'air l'euro, ce qui fait que la marge de manœuvre devient faible. Miard doit être content. Moins il y a budget, moins il y a d'Europe, plus Miard est heureux. Voilà une équation d'une simplicité enfantine. Alors, un ou deux points de préoccupation et peut-être de réaction. C'est dire heureusement qu'il y a eu la crise d'un certain nombre de pays parce qu'on a complété le système financier lié à l'euro, vous l'avez dit vous-même. Peut-être qu'on aurait pu y réfléchir à froid, ça nous aurait peut-être aidé, mais bon, je pense que les dispositions qui ont été prises vont plutôt dans le bon sens et paraissent utiles. J'ai une préoccupation par rapport à la relation à l'opinion publique. C'est aujourd'hui tout de même l'impression que je crois assez largement partagée, les banques s'en sont sorties, les États pas encore. Et ça, je dois dire, c'est un peu gênant. Alors je sais que maintenant, on envisage de ramener les banques dans une co-responsabilité. C'est peut-être un peu dommage de ne pas l'avoir indiqué tout de suite, parce que l'impression de l'opinion, c'est tout de même que le système bancaire, ou en tout cas ces ensembles que sont les banques, s'en sortent tout de même pas si mal. L'autre point sur lequel, mais là je rejoins ce qu'a dit de Flessel tout à l'heure, l'Europe me paraît toujours réagir par une sorte de foucade. Alors on a un problème, tout le monde se précipite, on ne parle que de ça, d'ailleurs pendant une période, et puis un peu après, on a oublié ce problème, on est passé à un autre, et l'Europe ne donne pas le sentiment de conduire des politiques dans la durée et d'avoir la volonté de se positionner comme étant un des grands intervenants mondiaux sur ces politiques-là. J'allais prendre la même illustration que ce qu'a dit de Flessel, c'est-à-dire la politique industrielle et la politique relative au climat. Je trouve que sur ces deux points, politique industrielle, l'Europe a beaucoup de choses à faire. Je suis content que le bouclage financier d'ITER soit assuré, tant mieux, parce qu'on courait le risque là, pour un équipement d'intérêt mondial installé en France, on l'oublie un peu trop, ce qui n'a tout de même pas été un combat, je pense, si simple, on courait le risque de l'abandonner en race campagne, ce qui n'aurait tout de même pas été une réussite de l'Europe. Je me félicite donc si cela a été bouclé, mais ce que tu dis sur Galileo est tout à fait vrai. On a eu d'autres projets. Quand je pense que cette Europe n'est pas encore foutue d'avoir une voiture électrique, on en a au minimum 4 modèles. On en a, attends, pas tout de suite à Paris. On en a au minimum 4 modèles en concurrence. Ça donne d'ailleurs en perspective des choses extraordinaires dans le débat européen sur la recharge des voitures électriques. Je peux vous dire qu'en matière de normes, on a quelques experts qui sont en train de se frotter les mains, ils se sont payés un appartement à Bruxelles parce qu'ils vont y passer des mois pour harmoniser
Les recharges pour les voitures électriques, c'est merveilleux, c'est merveilleux. L'Europe est géniale, moi je dis toujours. Bon, donc je trouve que sur la politique industrielle, on ne devrait pas abandonner le terrain et se refixer des objectifs concrets montrant qu'on a des idées qui se suivent. Sur la politique à l'égard du climat, je dis exactement la même chose. Même si on n'a pas été tous très satisfaits de Copenhague, le travail qui a été fourni en amont de Copenhague était tout de même un travail globalement de qualité. Et pour l'approche européenne et de qualité aussi dans la main tendue à l'Afrique et à un certain nombre de pays pour avancer sur ce scénario-là, je trouve que l'Europe avait montré une capacité d'existence. On l'a un peu perdu dans l'opération Cancun. Tout n'est pas, je crois, loupé, mais ça vaudrait la peine de s'y remettre. Et je regrette, mais bon, on peut avoir une analyse très différente. Moi, je trouve que la France ne devrait pas se précipiter à signer des lettres à chaque fois qu'on dit qu'on limite le budget européen. On fait sérieux. Bon, ça passe peut-être bien. Bon, quel est l'intérêt? Moi, je préférais qu'on cherche des capacités d'emprunt, des capacités de mise en œuvre différentes pour avoir des moyens supplémentaires au niveau européen. Je ne dis pas qu'ils doivent être exclusivement budgétaires. Je dis simplement, je préférais que la France soit positive. Miard va avoir du mal à me suivre. Je préférais que la France soit positive plutôt que de dire, quand il y a 3 pays qui veulent freiner, la France signe avec ces 3 pays. Moi, je ne trouve pas, sincèrement, ce soit une merveilleuse image pour notre pays. Je le dis comme je le pense. Pour le reste, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mme Camille sur la politique de cohésion, sur les fonds structurels. Veillons, la France perçoit pas mal d'argent dans cette affaire, ça se traduit par des projets concrets dans nos territoires. Simplifions. Monsieur le ministre me permet, et je suis en désaccord avec notre président, dans son rapport, en tout cas, Madame Comi, je me permets de rappeler qu'on ne clarifie pas les choses lorsque les fonds européens, pour parvenir aux collectivités territoriales, doivent transiter par le budget de l'État et par les préfets. Seule l'Alsace a le droit de mettre en œuvre directement les fonds européens. J'avais souhaité que le rapport de notre président insiste sur cette affaire. Il n'a pas voulu me suivre sur ce terrain, mais son côté jacobin n'est pas encore tout à fait guéri. Un jour peut-être, il y viendra. Mais je crois que ça fait partie de l'illustration concrète des résultats européens auprès de nos concitoyens. Voilà ce que je souhaitais dire. Sur les normes, sur les directives, vous avez tout à fait raison. Faisons en sorte que les directives... Tiens, où en est-on dans la transcription en droit français des directives européennes? Je crois qu'il y a un tableau qui est établi régulièrement. Je ne sais pas comment la France se classe, mais veillons à ce que les directives viennent en transcription le moins surchargées possible par les administrations françaises. Oui, je ne vais pas répondre à l'observation de M. Delbas, parce que c'est des questions aux ministres. Et donc, mais j'aimerais répondre, mais bon. Ensuite, Jean Gobert. Oui, merci, Monsieur le Président. D'autres choses. D'abord, Monsieur le Ministre, on a écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit. La difficulté, c'est que c'est la 4e fois qu'on écoute avec beaucoup d'intérêt en 4 ans un nouveau ministre. Alors, c'est pas très grave pour nous. Je crains que ça en 3 ans. Je crains que ça ne fasse pas très sérieux et ce n'est pas votre faute. Mais je crains quand même que ça traduise un manque de crédibilité au niveau européen qu'il faut reconstruire à chaque fois. Je ne doute pas que vous le ferez rapidement, mais quand même. Alors, moi, je voulais revenir sur 2 ou 3 choses. La première, c'est la question de la convergence en matière fiscale et d'emploi avec les Allemands, mais Michel Herbillon l'a posé, je ne vais pas y revenir, sauf à dire que quand on parle de convergence, il ne faut quand même pas qu'on parle d'alignement, parce que de temps en temps, c'est conçu de la part de certains, ou compris de la part de certains comme de l'alignement. Deuxième chose, le président ne m'en voudra pas d'évoquer des sujets que vous n'avez pas évoqués, mais la nouvelle politique agricole commune, vous allez avoir à y être impliqué, même si le ministre, le maire l'est davantage que vous, surtout sur les orientations budgétaires. Vous avez dit vous-même la traduction budgétaire des difficultés actuelles au niveau européen. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en même temps on dit il ne faut pas toucher au volume budgétaire de la PAC, mais qu'on dit qu'il faut financer de nouvelles orientations. On a évoqué Galileo tout à l'heure, il y a des orientations en matière de recherche, en matière scientifique, enfin toutes ces nouvelles orientations. Comment peut-on faire avec un budget dont on dit les uns et les autres qu'il va falloir qu'ils soient contraints? C'est une vraie question. Je crois qu'on ne pourra pas dire à tout le monde qu'on donnera autant ou plus
avec un budget qui ne bougera pas. Troisième question, vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple chinois avec l'histoire des marchés. Moi, je suis assez d'accord avec vous, mais ça pose une question beaucoup plus large que celle-là. Est-ce que Doha est mort? Est-ce que nous rentrons, mais je crois qu'il faut se le dire, est-ce que nous rentrons dans l'époque du bilatéralisme ou du multilatéralisme, pardon? Et que pensez-vous quelle va être l'attitude du nouveau ministre sur les accords désastreux pour le moment, si ça reste là, avec le Mercosur pour une partie de l'agriculture française, je pense en particulier à l'élevage bovin. Voilà les questions que je souhaitais vous poser pour être le plus concret possible et en complément de ce qui a déjà été posé par d'autres. Christophe Carèche, bien que la dernière question soit hors sujet. Oui, j'aurais une question hors sujet, mais comme on a le ministre sous la main, évidemment, c'est tentant de quand même lui poser un certain nombre de questions. Bon, rapidement sur le Conseil européen, on peut évidemment se réjouir du chemin parcouru. On peut être aussi inquiet du développement d'une situation qui risque d'impacter peut-être encore plus lourdement un certain nombre de pays européens et face à laquelle les réponses qui sont posées, qui ont été décidées, ne sont peut-être pas suffisantes. Donc on verra. Moi, personnellement, je pense que c'est une étape. Voilà. Et que je suis à peu près convaincu que la question de l'euro reviendra assez rapidement sur la table. En tous les cas, beaucoup d'experts le disent, y compris aussi beaucoup d'acteurs européens. Je pense au président de la BCE, je pense aussi au directeur général du FMI. Bon. Donc on verra, mais c'est vrai que le vrai choix, et vous avez raison, Monsieur le Ministre, sur ce plan-là, on voit bien qu'il y a soit un choix de désintégration, enfin un choix, ou une réalité de désintégration qui peut se mettre en place si un certain nombre de pays font défaut, sont face à une restructuration de la dette. Il y a soit un choix d'intégration plus forte. Voilà. Donc la question, elle est posée comme cela. Et c'est vrai que sur ce plan-là, vous avez parlé de la relation avec l'Allemagne. La relation avec l'Allemagne, c'est à la fois le moteur, mais il me semble aussi que c'est un peu le problème aujourd'hui. Donc toute la question est de savoir comment, de manière intelligente, et Pierre Lequillier a eu raison de dire qu'il faut se parler pour cela, mais comment on fait évoluer l'Allemagne sur une position plus solidaire et plus positive. Ils ont un débat chez eux, d'ailleurs, qui est beaucoup plus intense sur la question de l'euro que nous. Hein. Donc je crois vraiment que là, il y a un enjeu majeur, mais honnêtement, ça ne va pas être facile. Sur la question du budget, bon, la question qui est posée, je crois que beaucoup se posent en Europe, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette lettre? C'est-à-dire quel est l'accord qui a été conclu? Il y a 3 sujets sur le budget européen. Il y a la question des rabais, le rabais britannique, la PAC et les fonds structurels. J'ai l'impression qu'un certain nombre de pays s'interrogent pour savoir ce qu'il y a derrière cette lettre entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre, qui rappelle d'ailleurs un souvenir passé, puisque nous sommes au moment où il va y avoir une révision des perspectives budgétaires. Est-ce qu'il y a un accord ou pas derrière cela, sur la PAC, sur le rabais britannique, etc. Logiquement, honnêtement, il sera difficile quand même de soutenir qu'on prolonge le rabais britannique. Enfin, personnellement, je pense que c'est une position qui est difficilement tenable. Mais je crains que dans la discussion, cette question ait peut-être été abordée. Enfin, ça, si vous pouvez nous éclairer sur les arrière-plans, ça peut être intéressant. Ma troisième question pose sur quelque chose qui s'est passé au Sénat dans le cadre de la discussion de la loi de finances. Et j'ai trouvé que la position du gouvernement était un peu... je ne l'ai pas compris. Il y a eu un amendement... Non, mais attendez, vous allez voir de quoi il s'agit. Il y a eu un amendement pour anticiper la mise en chaire des quotas d'émissions dans le cadre du mécanisme européen. Ces quotas devaient être mis aux enchères à partir de 2013. Et en fait, j'ai cru comprendre que la France avait sous-estimé ses besoins en matière de quotas d'émissions. Et que la France devrait,
si j'ai bien compris, racheter, à partir de, je ne sais pas quand, 2012, 2013, devrait racheter un certain nombre de quotas, coût de l'opération, si j'ai bien compris, 4 à 500 millions d'euros, et que l'une des solutions, d'ailleurs qui n'était pas stupide, de la part des sénateurs, et si j'ai bien compris du sénateur Marini, a été de dire il suffit d'anticiper la mise aux enchères pour faire payer les entreprises un peu plus tôt que prévu, ce qui permet de dégager évidemment un peu d'argent et donc de payer les besoins de quotas dont la France aura besoin. Bon. Alors cette position m'a paru assez intelligente et intéressante et en même temps elle me semble quand même très problématique au regard de nos engagements vis-à-vis de l'Europe. Je ne vois pas comment la France pourrait anticiper de manière unilatérale la mise aux enchères de ses quotas d'émissions. Et je ne vois pas comment la Commission va accepter cela. D'abord parce que ça créerait évidemment une rupture d'égalité entre les différents pays. Dans certains pays, il y aurait des quotas mis aux enchères payants, alors que dans d'autres, ils seraient gratuits, puisqu'ils sont gratuits jusqu'en 2013. Donc ça, c'est une première question. Et deuxièmement, même sur le plan juridique, sur le plan de nos engagements, est-ce que cette position est viable? Enfin, en tous les cas, j'aimerais en savoir un peu plus, parce que j'ai trouvé que que ça méritait un certain nombre de réponses. Merci. Monsieur Didier Quentin, il fait un rapport, il a remis un rapport, Michel. Oui, Monsieur le Président, merci. Oui, pour répondre à la question de Michel Delbar, c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai fait un rapport au nom de notre ami Lambert, d'ailleurs, qui était à Cancun, autant que je me souvienne. Merci beaucoup, cher ami. Les vôtres sont toujours remarquables sur ces directives. On est à moins de 1% quand même, mais on est dans la deuxième ou la troisième partie du tableau. Donc il y a encore quelques progrès à faire, mais on a fait un certain nombre de recommandations qui seront transmises au ministre. Moi, à ce stade, c'est vrai que beaucoup de choses ont déjà été bel et bien dites. Je reprends la formule de Michel Delbar tout à l'heure. Simplement, pour ce qui est la première question posée par Michel Herbillon, il faut bien reconnaître actuellement sur le terrain, plus personne ne parle de l'Europe, ou alors avec un formidable scepticisme. Et on ne tire pas sur un corbillard. Et alors, aussi dans les médias, il y a une question qui a été posée tout à l'heure sur Euronews, mais même sur les grands médias nationaux. Je pense à France Télévisions, je l'ai déjà dit dans cette enceinte. Il y a quelques semaines, nous posions la question de parlementaires au nouveau président de France Télévisions, Rémi Flimelin, neveu de Pierre Flimelin, un des pères fondateurs de l'Europe. Et on lui demandait pourquoi, sur les chaînes de France Télévisions, il n'y avait pas plus d'émissions consacrées à l'Europe. Il nous a dit tout de suite, dès qu'on parle de l'Europe, on voit que les courbes d'audience chutent. Bon, là, il y a un vrai problème. Enfin bon, la réponse n'est pas évidente. Bon, oui. Alors donc, nos collègues européens, nos collègues députés européens sont sans doute conscients aussi du problème. Moi, je voudrais, même si ça sort un peu des limites de l'épure fixée par notre président, et ça ne tient pas directement au dernier Conseil européen, mais poser une question sur un point précis qui concerne ma région. On a été victime avec la Vendée, Charente-Maritime, de la tempête Xynthia. Votre prédécesseur, Pierre Lelouch, est venu très très rapidement avec le commissaire européen, M. Hahn, et a dit que l'Europe serait aux côtés de ces deux départements et des populations sinistrées. On nous a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une somme importante débloquée de l'ordre de 35 à 36 millions d'euros. Oui, mais alors, l'interrogation, où va l'argent, où est l'argent, etc. Et alors, à la limite, non, c'est pas encore rendre l'argent. Oui, bon. Non, mais alors, je crois que des informations précises seraient les bienvenues sur cette affaire. Nathalie Kosciusko-Morizet est venue il y a quelques jours. Tout ce qui ira dans le sens d'une information plus précise, plus complète, pour rassurer. Et voilà une occasion de rendre l'Europe populaire, de montrer qu'elle est au rendez-vous. Bon, c'est vrai qu'après cette séance, on pourrait tous être touchés par le désarroi, une certaine désespérance envers l'avenir de l'Europe. Je vous glisse une formule que j'ai trouvée récemment d'un certain Bernanos, Georges Bernanos: l'espérance est un risque à prendre. Alors j'espère qu'on est tous d'accord pour prendre ce risque. Oui, merci Monsieur le Président. J'aimerais qu'on creuse un petit peu plus l'idée de l'Europe qui protège. C'est probablement une très belle idée. Je crois que c'est le meilleur moyen en réalité de réconcilier les Européens avec l'Europe. C'est probablement le seul moyen également d'assurer la pérennité de la construction européenne. Mais affirmer cette idée laisse sentir la question: comment? La réciprocité, bien sûr,
c'est un premier pas, c'est probablement le moins que l'on puisse demander, mais est-ce que ça peut être suffisant lorsqu'on regarde les écarts considérables qui existent sur le plan économique entre les coûts de production des différents pays du monde? Alors, quels autres moyens? On voit réapparaître périodiquement l'idée de la préférence communautaire. Mais dès que le mot est prononcé, on voit les difficultés que suscite l'application, et finalement personne n'y croit véritablement. L'idée que vous évoquez tout à l'heure, celle où c'était Jacques Miard, je crois qu'il évoquait, celle du dumping social, fiscal, environnemental, je crois que là on touche en réalité des réalités qui sont extrêmement concrètes. Mais quelle autorité pourra imposer aux pays qui se livrent à ces pratiques des règles qui soient plus conformes au développement ordonné du commerce international? Et on bute par conséquent une fois encore sur cette question: comment? Donc une Europe qui protège, l'idée est très belle, mais comment vraiment lui donner corps? Et on terminera par Françoise Grossetête. Je voudrais dire, Monsieur le Ministre, que je suis très très content que les députés européens participent à nos débats. Moi aussi. On fait aussi des réunions spécifiques, Commission européenne, députés européens, au moment de leur semaine de circonscription. Et ça fait qu'on a une réunion spécifique d'échange entre les députés européens et les membres de la Commission. Mais en plus, il faudra qu'on en fasse aussi à Strasbourg. Et on le fait avec le Sénat. Et la dernière fois, on l'a fait avec la Commission des Affaires européennes du Sénat et les deux commissions économiques. Enfin voilà, c'est pour vous dire qu'on fait très attention, on a développé vraiment des relations. Valérie Rousseau-Debord, en disant toute la commission soutient le fait que ça aille à Royan. Non, Royan n'est pas touché, c'est l'île d'Oléron. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre, pour ces explications. Rapidement, pour faire plaisir au Président, gouvernance économique pour soutenir une gouvernance monétaire sans unité économique est illusoire, on le sait tous. Donc la seule question, c'est quand est-ce qu'on se met autour de la table pour décider des cercles concentriques de pays qui vont mettre en place une politique économique. Tout le reste est somme toute assez vain. Ça avait été promis après la ratification de Lisbonne. On était censé mettre en place des dispositifs comme cela. Moi, je crois que ce serait bien de pouvoir y réfléchir un peu concrètement et que la France soit un peu moteur en la matière. Deuxième chose, j'approuve complètement la réciprocité économique. J'aimerais bien qu'on parle également un petit peu de réciprocité religieuse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, donc, moi sur le budget, je rejoins quand même pas mal ce qui a été dit, parce que les nouvelles compétences de l'Union européenne, énormément de choses, mais on garde toujours la PAC, la politique de cohésion, qui sont quand même, je crois, très importantes sur nos territoires, puisque moi je suis dans une zone qui est rurale, donc je soutiens la politique agricole commune, et par contre j'ai aussi besoin des fonds de cohésion, et malheureusement je sens bien au niveau de l'Europe qu'il y a un affrontement entre ces deux politiques. Donc moi j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. Oui, bien sûr. Oui. Non mais bon, le rabais, mais bon, moi c'est avant tout la politique agricole commune. Le rabais, ça pourra aider au financement. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, non, pas de problème. Alors ensuite, sur le point 7, on parle de la stratégie 2020. Et puis on dit déjà que finalement, on se félicite des progrès accomplis. Moi, je ne les sens pas en fait au niveau du terrain. Et je vais parler du Fonds social européen, qui est un dossier qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'étais rapporteur permanent sur ce fonds. Et donc, par rapport à la stratégie 2020, c'est l'outil en fait qui vient pour aider à la lutte contre la pauvreté. Moi, j'aurais voulu savoir ici en France comment on comptait mettre en place effectivement ce fonds face à la lutte contre la pauvreté, sachant que moi, je rappelle que le Fonds social européen, c'est un instrument pour l'emploi et pour l'inclusion sociale, et que ça ne doit pas être un revenu minimum.
Et juste une dernière petite chose que je vais vous laisser, Monsieur le Ministre, c'est pour parler du Fonds d'ajustement à la mondialisation. On a le dossier Renault qui est bloqué à cause de la France, parce que moi j'ai mis autour de la table la Commission européenne et a priori c'est chez vous. Donc voilà, juste une dernière chose, je ne pense pas qu'on puisse le traiter là, mais si vous pouviez regarder, ce serait bien. Merci. Des relations. Françoise Grosset. Merci beaucoup, Pierre. Je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Ce que je redoute le plus, c'est qu'il y a les déclarations un peu incantatoires des conseils, et d'un conseil européen à l'autre, on vit pratiquement toujours la même chose. Et alors c'est très bien, bon, il faut bien se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Le problème, c'est que ce que j'ai déjà dit dans le passé, avec une Commission européenne tellement faible, on a d'énormes difficultés. Et on a parlé de politique industrielle. Alors je vais devoir travailler avec Jacques Méhard, puisque je suis rapporteur pour le PPE sur la politique industrielle européenne. Mais on est en pleine discussion. Pour l'instant, on a 500 amendements là-dessus. Mais quand on parle de politique industrielle, ce que je redoute, et à propos du budget, ITER, même si on dit il y a des accords, c'est quand même un échec de ne pas avoir pu voter le budget en sécurisant les financements pour ITER. Parce que je ne sais pas si la France n'aura pas à mettre beaucoup plus la main à la poche avec le fait que nous n'ayons pas pu sécuriser ce financement. Alors, on essaye de nous calmer en nous disant « mais ça va venir, le financement de cette année, il est prévu, il n'y a pas de problème », mais c'est la suite, et c'est la suite qui nous pose vraiment de grandes difficultés. Donc, je suis profondément inquiète d'autant plus que quand on parle de simplification de nos procédures, il faut savoir qu'un projet comme Airbus ne pourrait plus se faire aujourd'hui avec les règles que nous avons. Alors que nous savons que si nous voulons une vraie politique industrielle européenne, il faut qu'on ait quelques grands géants de l'industrie européenne. Et quand on voit les difficultés de Galiléo, on voit bien comme on se heurte à ces problèmes-là. Donc moi, les grandes déclarations du Conseil européen, je dois dire que maintenant, depuis de nombreuses années, ça me laisse très sceptique. Et je suis inquiète parce que comme il y a une Commission européenne faible, eh bien, qui va impulser? Alors, bien sûr, on a la chance d'avoir le président de la République, bien sûr, on a la chance d'avoir, n'en déplaise à Jacques Méhard, l'entente entre Madame Merkel et Nicolas Sarkozy, mais cela ne fait pas tout. Cela ne fait pas tout parce qu'en réalité, on sait très bien qu'on peut avoir des minorités de blocage sur un certain nombre de dossiers quand on va rentrer dans le concret. Parce qu'on est tous d'accord sur les grands thèmes, les grandes idées à défendre. Mais après, quand on rentre dans le concret, c'est là véritablement qu'on bute. Alors, sur la simplification, je suis complètement d'accord avec vous. C'est souvent la France qui complique les choses. Alors, c'est vrai que les procédures européennes sont complexes. Elles ont besoin d'être simplifiées. Ça fait des années qu'on le dit, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, pourquoi? Parce que, tout simplement, y compris, il y a aussi une part de responsabilité du Parlement européen là-dedans. C'est qu'avec le pouvoir, l'influence des pays nordiques, qui demandent toujours plus de transparence, qui demandent à ce qu'il y ait toujours plus de contrôle. Et ça, c'est vraiment l'influence de l'Europe du Nord par rapport à l'Europe du Sud. Donc c'est pour cela aussi que ce ne sont pas les plus gênants. C'est pour cela aussi qu'on a des procédures que l'on complique énormément parce qu'il faut des degrés de contrôle, etc. Donc voilà, quand on décortique tout ça, on se dit il ne faut pas baisser les bras, mais on se dit qu'il y a des vastes chantiers à mener et il ne peut y avoir qu'une vraie volonté politique. Moi, je crois beaucoup en la volonté politique de la France, mais il faut qu'elle arrive à être suivie par le plus grand nombre. Alors il y a quand même une très bonne nouvelle, alors très personnelle, c'est que le Coreper a donné son accord sur la directive soins de santé transfrontaliers dont j'avais parlé la dernière fois. Ça a été à l'arraché, mais on y est arrivé. Ça sera voté en janvier au Parlement. Bon, alors, Monsieur le Ministre, vous avez eu une quinzaine d'intervenants et comme ils posent plusieurs questions chacun, vous allez avoir bien sûr du mal à répondre à toutes les questions, mais voilà, je
Je voulais dire. Non, je voulais dire au point de vue temps. Je l'avais bien compris, Monsieur le Président. Bon, je vais essayer d'aller de cibler pour pas abuser non plus du temps de la Commission. Bon, d'abord sur l'intervention de Michel Herbillon. Je retrouve complètement ce qu'il a dit sur la nécessité de communiquer sur une Europe concrète. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'illustrations très précises. La protection du consommateur, qui est quand même un sujet sur lequel nos compatriotes sont très sensibles en ce moment. C'est très largement, voire ultra majoritairement, un droit qui a été construit par l'Union européenne. La lutte contre les ententes, sur un certain nombre de dossiers où on sait très bien qu'il y a une tentation des groupes industriels de construire des ententes, sur le dos d'ailleurs la plus souvent du consommateur. C'est très souvent grâce à la surveillance de l'Union européenne. Sur certaines régions, les catastrophes auxquelles nous avions assisté sur les grandes pollutions dues à l'échouage d'un certain nombre de supertankers. C'est quand même l'Union européenne qui a réussi à imposer un certain nombre de normes, que ce soit sur les dégasifications sauvages ou encore sur le principe des doubles quilles. Ça, c'est des améliorations qui sont tangibles. Erasmus, qui est quand même une extraordinaire ouverture pour une génération, c'est de l'Europe qui est concrète. La seule chose, c'est qu'on ne communique pas. Et donc, on a intérêt, j'essaie de réfléchir là-dessus avec la Commission, sur la mise en place d'un programme de communication très concret, simple. Pas à partir sur des grands principes philosophiques dans tous les sens. Nos compatriotes sont dans une phase où ils ont besoin de concret et de tangible. À côté de chez moi, l'Europe fait quoi? Voilà. Sur le couple franco-allemand sur lequel vous êtes plusieurs d'entre vous intervenus, il y a une intervention de Michel Herbillon en ce sens, il y a une intervention de Jacques Miard en ce sens, il y a... C'est pas ce que j'ai dit. Il y a une intervention de M. Diefenbacher sur ce sujet, ainsi que de Françoise Grossetête. D'abord, la première chose, c'est que je crois qu'il faut qu'on arrête, mais je ne comprends absolument pas cette espèce de syndrome dans lequel on est en train de s'enfermer, un espèce de complexe d'infériorité par rapport à l'Allemagne. Mais ça ne résiste pas une demi-seconde à l'épreuve des faits. Prenons un certain nombre de points précis. Il y a 1 an et demi, est-ce que l'Allemagne était favorable à intervenir sur la Grèce? Bon. Est-ce qu'on est intervenu sur la Grèce? Bon. Sur la gouvernance économique, il y a 2 ans, est-ce que l'Allemagne était favorable à la mise en place d'une gouvernance économique? Non. Est-ce que ce sujet est en train d'être mis sur la table? Sur la PAC, quelle était la position de l'Allemagne il y a 1 ou 2 ans? Quelle est aujourd'hui sa position et l'évolution? La réalité, c'est que de l'autre côté, vous pouvez aussi prendre des sujets sur lesquels la France a bougé. Mais il faut sortir de cette idée comme quoi il y aurait un tandem franco-allemand dans lequel il n'y a que l'Allemagne ou que la France qui pédale et l'autre qui ne fait que tenir le guidon. Ce n'est pas du tout vrai. La réalité, c'est que nos 2 pays sont arrivés dans une phase de leurs relations diplomatiques et de leur approche de l'Union européenne qui est plus sur les grandes périodes romantiques où on est sur des grandes déclarations de principe, et tant mieux, mais qui est sur une approche de ce que sont nos intérêts nationaux. Et à partir de ces intérêts nationaux, une capacité à dégager un intérêt communautaire convergent. Et la plupart du temps, on y arrive. Chacun en faisant un bout du chemin et en faisant un bout de l'effort, mais en dégageant un intérêt communautaire conjoint. Et cet intérêt communautaire n'est ni un alignement de la France sur l'Allemagne, ni un alignement de l'Allemagne sur la France. Et les faits que je vous ai donnés en sont de très pures et très simples illustrations. Puis il y a un point qu'on ne doit jamais oublier, c'est que dans notre rapport avec la France et l'Allemagne, nous, il y a des choses qu'on leur envie, et avec raison, parce qu'il y a des dispositifs dans le corpus socio-économique de l'Allemagne qui sont très forts, mais on a aussi des très gros atouts. Honnêtement, je ne voudrais pas être dans la peau d'un pays qui a des problèmes démographiques comme ceux qui sont devant l'Allemagne. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand je rencontre mes alter-ego allemands, systématiquement, ils m'interrogent sur comment est-ce que vous faites pour avoir une politique familiale, une politique démographique, et ça m'intéresse, et je voudrais voir comment est-ce que vous développez vos choses. Donc, n'ayons pas de complexe. Ne sombrons pas dans un espèce de syndrome d'infériorité de l'un envers l'autre. Je crois qu'on a une relation qui est équilibrée, avec des pays qui ont chacun leurs caractéristiques, mais qui ont cette lucidité construite à travers l'histoire de dégager des intérêts qui sont conjoints. Sur Cancún. Alors, d'abord, évidemment, je suis très prudent parce que vous y avez été. Donc, vous en avez vu le déroulé et vous avez pu vous faire votre jugement, et tout particulièrement le président de Flessel. Sur ce sujet, malgré tout, essayons de remettre un tout petit peu de champ. Copenhague a été un échec. Ça aboutit à rien. Bon.
Cancun a été, selon la perception des uns et des autres, mais a abouti à quelque chose. Et a abouti à un accord. Dans lequel l'Union européenne a d'ailleurs été prudente. Parce qu'elle a pris des engagements, mais des engagements conditionnels. La différence, en tout cas, nous, d'analyse qu'on fait, et je vous la livre, c'est que à Copenhague comme à Cancun, l'Europe était unie. Dans les deux cas, l'Europe est allée sur des positions qui étaient communes. Sauf qu'à Copenhague, on y est allé un peu naïvement, sans avoir préparé le terrain, en pensant que parce que l'Europe était unie, on sortait sur un accord. À Cancun, il y a autre chose qui a été fait. L'Europe a été unie, mais elle a fait un travail d'influence, que d'ailleurs vous avez relevé, qui a permis d'avoir aussi des mouvements sur les positions mexicaines, sur les positions indiennes, etc. Et donc je crois qu'une des leçons qu'on doit prendre sur Cancun, indépendamment de celle que vous avez soulignée, c'est que l'Europe doit non seulement faire son travail d'union, mais aussi être sur une vraie logique d'influence et de construction de coalition sur ces grands sujets mondiaux, où elle réussit par son biais d'influence à ramener à elle un certain nombre de pays. Alors, après, c'est un chemin qui se construit, mais il me semble que sur la leçon de la différence entre Copenhague et Cancun, c'est un des points fondamentaux. Être uni ne suffit pas, il faut avoir construit des positions d'influence solides. Et Cancun est malgré tout en progrès par rapport à Copenhague, de ce point de vue, il me semble assez substantiel. Sur la politique industrielle, je rejoins complètement ce qui a été dit par M. de Flessel, et notamment sur Galileo. Galileo sera une des illustrations de cette politique industrielle. En plus, c'est un sujet qui me tient très à cœur, puisqu'il avait été lancé par un des commissaires européens les plus admirables que nous ayons eus, qui est Jacques Barrot. Tout à fait. Et qui avait eu d'ailleurs un support de certains d'entre vous, notamment sur la flexibilité et pouvoir bénéficier des clauses de flexibilité pour financer Galileo. Alors oui, on a un petit peu de retard. Cela dit, le financement a été trouvé notamment sur les années précédentes et donc on a bon espoir que la marche en avant de Galileo se poursuit. Sur la politique industrielle, ce qui me semble essentiel, c'est tout ce qui est le secteur de l'innovation. C'est là-dessus où on doit miser. Les outils d'innovation, c'est vraiment le domaine où je voudrais qu'on arrive à une simplification. C'est là où c'est le plus compliqué et c'est là où on a le plus besoin de simplification. Politique énergétique, je suis assez confiant parce que la Hongrie et la Pologne vont vraiment faire une de leurs priorités et je pense qu'on devrait pouvoir atteindre un certain nombre d'améliorations, notamment sur la diversification des sources énergétiques. Ça me permet juste d'ajouter un tout petit point. On mesure quand on va, et vous le savez bien puisque vous y avez fait un déplacement récent, quand on va dans les pays d'Europe centrale, la chance qu'on a en termes d'autonomie énergétique d'avoir le nucléaire. Parce que quand eux dépendent d'un seul cordon d'alimentation, ça remet les idées en place sur l'intérêt d'avoir malgré tout une source d'énergie qui nous assure de l'indépendance et de l'autonomie. Par rapport à la question qui a été posée par le député Lecou sur les questions de rigidité de l'euro, bon, d'abord, on est revenu à un niveau de euro-dollar qui est beaucoup plus raisonnable par rapport à nos logiques d'exportation. Ça, c'est d'abord un point qui est assez intéressant. Ensuite, je crois qu'il faut quand même relever que la BCE a vraiment joué son rôle dans cette période. Et elle l'a fait vraiment avec constance et avec des interventions qui allaient dans le bon sens. Et je crois que ça, il faut qu'on en soit tous conscients. Pour le reste, sur ce que vous avez dit par rapport aux directives européennes, et qui d'ailleurs recoupent des interventions des uns et des autres, je ne peux que aller dans votre sens. Il faut qu'on sorte des jérémiades a posteriori. L'Union européenne, on y est. On travaille avec la Commission, on a des députés européens qui sont au Parlement, on suit les travaux du Parlement européen, c'est à nous de changer notre mode. Le mode français, c'est on fait semblant de découvrir la directive quand elle arrive sur notre bureau et qu'elle atterrit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais c'est de notre faute. Si jamais on n'a pas été suffisamment bon pour négocier en amont et anticiper les difficultés que ça nous pose, c'est de notre faute. Et la réorientation du dispositif, que d'ailleurs vous avez souligné, consiste à basculer à un dispositif en amont où on identifie pas seulement nos intérêts stratégiques, mais les problèmes potentiels que ça peut poser en termes de transposition dans le droit interne. Monsieur le Président, sur ce point précis, juste rapidement, parce que c'est très important ce que vous venez de dire, Monsieur le Ministre. Il y a l'histoire de solvabilité 2 pour les assurances, où les projets de règlement qui sont en cours interdisent aux assurances d'avoir dans le portefeuille des actions. C'est une catastrophe pour l'investissement français. Rien à voir avec le... Si, c'est tout là, c'est ce qu'il vient de dire.
Non, mais Monsieur le Président, après, je ne répondrai plus qu'aux questions qui sont liées au Conseil, je vous promets. Sur le sujet posé par Sophie Oconi, politique régionale, oui, c'est une des illustrations et je compte beaucoup m'appuyer sur les conclusions opérationnelles du rapport conjoint que vous avez fait. Sur l'incorporation d'Euronews dans le bouquet TNT, on va saisir. Très bonne remarque, extrêmement intéressante. Par rapport à ce qu'a dit M. Miard, la presse anglo-saxonne, dont il est un grand lecteur, je sais, pas toujours la meilleure défense de la France puissance, mais juste sur l'euro, je renvoie 2 secondes pour qu'on ait tous en tête quand même les différences de situation à ce qu'on a vécu en 93. Juste 2 secondes. Rappelons-nous quelques instants le niveau des taux d'intérêt qu'on avait. Rappelons-nous quelques instants les attaques spéculatives dont faisait l'objet en ordre dispersé l'ensemble des monnaies européennes. Et je pense que si on fait la comparaison, il faut bien être lucide. L'euro, dans cette période, est une protection. Et il ne faut pas confondre la maladie, qui est une maladie de nos finances publiques européennes, avec l'euro, qui est plutôt une protection. Voilà. Alors, ensuite, sur l'accord de réciprocité, je vous retrouve totalement. C'est une première étape. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des transcriptions concrètes qu'ensuite on peut montrer à nos compatriotes. Et là, je retrouve totalement, on a une vraie déclinaison concrète et opérationnelle à obtenir, qui sera pour moi les premières incarnations de ce logiciel de l'Europe d'après-crise, qui fonctionne différemment et qui est capable aussi de faire le coup de force sur nos relations internationales. Par rapport à l'intervention de Michel Delbas, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver pour avoir eu des travaux conjoints dans des temps lointains sur des sujets d'intérêt général, républicain. Sur les banques, quand même une nuance. Les banques irlandaises, elles ont totalement payé l'addition. Elles ont toutes été nationalisées. Et les actionnaires ont tout perdu dans cette période. Vous avez un certain nombre de banques qui, dans différents pays européens, eux, ont bu le bouillon. Et en fait, ce dont nous sommes victimes, c'est qu'en France, notre tissu bancaire a bien tenu le choc. Et donc que nous avons le sentiment que finalement les banques n'ont payé aucune addition dans cette période. Mais ce n'est pas vrai. Et ce qui est plutôt, prenez l'Espagne. L'Espagne est en train de faire une restructuration de son tissu de caisse d'épargne qui est particulièrement douloureux pour les banques espagnoles. Donc en fait, ce que vous soulignez, c'est finalement, et je vous en remercie, le fait que les mesures courageuses qui ont été prises par le gouvernement au bon moment ont permis de protéger le tissu bancaire français, ce qui nous donne l'impression qu'elles n'ont pas payé d'addition. Je sais. Sur les directives, c'est exactement ce que vous avez souligné en termes de réorientation stratégique de notre politique sur les directives. Et sur le budget, je me permettrai une réponse globale. Notre réponse, c'est que sur le fait d'aborder nos perspectives financières, aucun sujet ne doit être tabou. On doit aborder le volet recettes et le volet dépenses. Et l'approche ne doit pas être que sur le volet dépenses. Et dans le volet recettes, il y a beaucoup d'éléments, dont les questions de rabais, qui sont évidemment sur la table. Et je crois que c'est aussi un des sujets très importants dont devra se saisir le Parlement européen, qui, sauf erreur de ma part, le souhaite. Sur l'intervention de Christophe Carrez, je trouve que, oui, on retrouve bien, en tout cas, il y a bien cette logique sur laquelle on peut échanger, qui est de dire, en sous-jacent de la monnaie commune, quelle perspective d'évolution sur la gouvernance économique et comment travailler sur ces questions d'intégration commune. Sur le budget, j'y ai répondu. Sur le Sénat, je suis désolé, mais je n'ai pas le sujet en tête, donc je vais le regarder et je reviendrai vers vous pour faire le point sur cette question. Sur le point soulevé par Didier Quentin, oui, je vois bien ce risque, que d'ailleurs vous avez très bien traduit. Finalement, on n'a jamais eu autant besoin d'Europe. Et en même temps, il n'y a jamais eu une telle dose de scepticisme par rapport à l'Europe. Et je crois que c'est effectivement à la fois une période très dangereuse, mais qui en même temps peut se retourner. Parce que malgré tout, les sous-jacents aujourd'hui font que des débats qu'on pouvait avoir il y a encore 15 ou 20 ans, je pense, ne sont plus d'actualité. Et on voit bien que cette espèce d'alternance ou de bascule qu'on peut avoir entre une souveraineté nationale radicale d'un côté ou un fédéralisme européen radical de l'autre sont, à mon sens, partiellement dépassés. Et donc, ce dont on a besoin, c'est plutôt d'arriver à apporter cette preuve tangible et concrète de ce que l'Europe apporte dans ce monde de l'après-crise. Et si cette démonstration peut être faite, je suis convaincu que le retournement peut être opéré de façon relativement substantielle. Sur ces 35 millions d'euros qui doivent prendre le chemin de Royan,
Je vais veiller à saisir le commissaire Hahn et j'aurai beaucoup de plaisir à faire un déplacement Europe concrète avec vous si vous en êtes d'accord. Monsieur Miard, comment pouvez-vous insulter un tel monument de la gastronomie française? Patrimoine mondial. Les huîtres du Puy sont un peu moins savoureuses, c'est vrai. Monsieur de Flessel, vous les connaissez bien d'ailleurs. S'agissant de la question délicate qui a été soulevée par Valérie Rousseau-de-Bord, c'est évidemment un sujet sur aussi l'action extérieure de l'Union européenne, sur lequel je rentrerai pas dans le détail, mais on voit bien les tenants et les aboutissants de la question qu'elle pose sur l'équilibre et la réciprocité dans notre politique extérieure. Sur le sujet de Pascal Gruny, bien sûr, le FSE, un des leviers de simplification. Je m'y étais employé à l'époque pour essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir des dossiers communs instruits à plusieurs associations, plutôt que d'avoir chaque association qui instruit. Je crois qu'on a des marges de manœuvre, comme sur le fonds d'ajustement à la mondialisation. J'ai répondu à la question de M. Diefenbacher, mais sur cette Europe qui protège, quelques sujets emblématiques. Lutte contre le trafic de drogue, sur lequel on est tous parfaitement conscients que ça ne peut être qu'une politique européenne. On a des points de construction communs à faire. Sur cette question des accords de réciprocité, on a des illustrations qu'on peut apporter pour montrer ce bras de fer. Par exemple, si la Corée aide ces chantiers navals, comment est-ce que nous, on s'obligerait à supprimer toutes les aides d'État sur nos secteurs? Donc je crois qu'il faut quelques illustrations précises de l'Europe qui protège, pas tout, mais quelques points sur lesquels on porte l'essentiel de nos actions pour avoir des améliorations sur 2011. Et j'espère qu'on pourra revenir vers vous d'ici la fin de l'année avec des éléments concrets et tangibles. Sur ITER, j'ai besoin des parlementaires européens. Et j'ai vraiment besoin de vous. Parce que des engagements ont été pris, il faudra que vous puissiez être là, tous conjointement d'ailleurs, et je le dis aussi parce qu'on a besoin, y compris des parlementaires européens du PSE, qui sont un point d'appui très important, français et espagnol, puisque l'Espagne est aussi impliquée. Donc normalement, je suis raisonnablement optimiste, mais très vigilant. Cette dissociation n'est pas forcément mauvaise parce qu'il valait mieux pas chercher à tout faire passer ensemble au risque d'échouer sur tout. Donc il valait mieux peut-être phaser, mais c'est très important que ça sorte parce que c'est une question de crédibilité de l'Europe. On a quand même 1000 projets en Europe. Nos partenaires japonais et autres ne comprendraient pas que nous n'ayons pas les financements, mais on peut y arriver. Je finirai juste avec une conclusion. L'enthousiasme ne s'oppose pas au réalisme. Et les deux peuvent se concilier. Soyons des réalistes enthousiastes. Voilà. Ça, c'est du milliard. Bien, Monsieur le Ministre, un très très grand merci pour cette première audition, mais on en aura d'autres. Et merci infiniment.